Afrique des libertés. Je vous salue. Excellente semaine du 12 juin 2023 à travers le monde. Nouvelle du monde pour l'Afrique des libertés par votre serviteur. Bienvenue à l'ouverture de cette semaine de communication politique. Soyez bénis. Votre serviteur est dans son oratoire. Danfigi kenegese Kachila kabuli katulum Denjuru al denju kenegese Kadu kemela yorosa Kachila kabuli katulum Al zumba kenegese Kamaro kemela yorosa Kachila kabuli katulum. Afrique des libertés, je vous salue. Prenez cette émission et donnez-la à notre continent. Prenez cette émission et donnez-la aux diasporas africaines. Prenez cette émission et donnez-la à nos amis européens, à nos amis asiatiques, à nos amis américains, à nos amis des îles de l'océan Atlantique et des îles de l'océan Indien. Infinie bénédiction, où que vous soyez à travers le monde. Excellente semaine. Nouvelle du monde pour l'Afrique des libertés. Je laisse mon ami personnel Faso Ouattara, qui chante Dunia, ouvrir le chemin. Et je tiens dans ma main le was de mes ancêtres africains, le serpent symbolique de la connaissance sacrée. Puissent nos ancêtres, angélisés et par-dessus tout le Tout-Puissant, nous inspirer en chaque instant dans la bataille de l'émancipation africaine. Soyez bénis, où que vous soyez à cet instant précis. Que ceux qui nous ont précédés dans les mondes supérieurs continuent à intercéder auprès du Tout-Puissant afin que les énergies combatives, les forces spirituelles positives, sans cesse se déversent en nous et se manifestent sur la terre. Je salue le grand peuple malien qui se prépare à aller vers un référendum constitutionnel fondamental. Et nous appelons le peuple malien à voter massivement oui à ce référendum qui est un chemin fondamental pour son émancipation totale. En ce 21e siècle, nous pensons au peuple sénégalais qui a connu des semaines difficiles et qui se réorganise pour aller à l'assaut de sa souveraineté retrouvée. Et nous le saluons chaleureusement. À tous les peuples africains en lutte, peuples en souffrance du Tchad, aux Comores et partout ailleurs à travers le continent natal de l'homme, que cette parole de bénédiction, cette invocation immémoriale remue les cœurs, inspire les cerveaux et insuffle à l'action quotidienne une véritable espérance. Votre serviteur avait observé pratiquement 48 heures de silence médiatique et je voudrais ici remercier toutes celles et ceux qui, à travers le monde, de mes proches amis à mes plus lointains amis, à travers le monde, s'inquiètent du moindre de mes silences. S'inquiètent de moi chaque fois qu'ils ne m'entendent pas aussi régulièrement qu'ils y ont été habitués. Celles et ceux-là sont le sel de cette terre africaine, sont le sel de ce monde. Le monde de la vraie fraternité, le monde de la véritable solidarité, le monde de la véritable compagnie de lutte, le monde où nous nous préparons à la communion des esprits. Je tiens à remercier mes amis des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, mes amis du réseau social VK, Telegram, Facebook, WhatsApp.
Je tiens à les remercier chacune et chacun en sa position, en ses longitudes et latitudes, car je n'ai de cesse de recevoir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers et maintenant des millions de preuves d'amitié, de fraternité et de sincère reconnaissance. Ce qui fait avancer un homme dans le combat du siècle, ce ne sont pas simplement ses jambes, son corps physique. Ce ne sont pas simplement les connaissances qu'il a accumulées par son parcours scolaire, universitaire, intellectuel. Ce qui fait avancer un homme ou une femme, en tout cas un être humain, c'est de se savoir au cœur d'une société mondiale des esprits, c'est-à-dire se savoir réellement aimé et apprécié par des êtres spirituels comme lui, ici-bas et au-delà, et par-dessus tout, par le Créateur, par l'être des êtres, auquel nous devons, à l'instant même où nous parlons, notre souffle de vie. Voilà les dimensions dans lesquelles se situe un combattant de la liberté. Pas simplement la dimension physique, celle du pain du jour, pas simplement la dimension intellectuelle, celle du savoir, celle de la connaissance, celle de l'expérience, mais constamment la dimension spirituelle, c'est-à-dire la fidélité aux principes les plus beaux, aux principes les plus élevés, laquelle fidélité nous connecte aux êtres les plus profonds de cette terre et de toutes les autres, aux êtres les plus profonds du monde visible et du monde invisible. Alors, ces derniers jours, je me suis un peu replié dans un relatif silence médiatique pour continuer à accélérer des projets d'écriture qui s'intensifient et qui requièrent la concentration dans l'acte de traduire par l'encre et le papier ce qui n'était jusqu'ici qu'intuition, image, idée, sensation. J'ai ici à la Maison de l'Afrique des Libertés et dans ce bureau 3 livres que j'écris concomitamment. Je suis en train d'écrire en même temps 3 livres, ce qui m'arrive souvent. Il y a des forces qui m'imposent parfois d'écrire à la fois un seul livre et d'autres qui m'imposent, les forces créatrices, les forces inspiratrices qui m'imposent parfois d'écrire plusieurs livres à la fois, même parfois encore de lire plusieurs livres à la fois. Ça fait un moment que je l'ai ici sur l'établi, mon livre, De Gaulle, Charles de Gaulle, héros des Français, bourreau des Africains. C'est un livre qui est au travail depuis 2 ans et qui avance. Et de temps en temps, il m'arrive de tout arrêter pour me consacrer à lui donner un très grand coup de pouce. Il y a un autre livre qui est en travaux ici, c'est Maatocratie et non démocratie, manifeste de l'Afrique des libertés. C'est un livre qui est maintenant pratiquement 80% achevé. Dans ce livre-là, je vais montrer pourquoi l'Afrique doit cesser de s'accrocher au modèle démocratique et pourquoi l'Afrique doit s'inspirer plutôt du modèle maatocratique pour fonder ses institutions sociales, ses institutions économiques, ses institutions politiques. Ce livre-là est à 80% achevé, mais les événements de ces dernières années, et notamment de ces derniers mois, m'ont obligé à me mettre en chemin vers un 3e livre, qui lui est pratiquement à 90%, parce que il a damé le pion en raison de la pression de l'actualité. Ce livre s'intitule « René Maran, pionnier des écrivains fonctionnaires franco-africains persécutés par la France-Afrique. Retour sur l'affaire Batouala 102 ans plus tard. » Alors, ce dernier livre a été mis en accélération en raison des 3 années de persécution politique, administrative que je subis en France, du fait de ma participation à la critique de la politique néocolonialiste de la France en Afrique. Voilà comment ce livre-là est passé au-dessus des 2 autres. Parce qu'il répond, pour ainsi dire, à la pression
et à l'urgence de ce temps. Donc du coup, l'ordre de sortie sera inversé. Il y aura d'abord René Maran, pionnier des écrivains fonctionnaires franco-africains persécutés par la France-Afrique. Lui, j'espère qu'il sortira au plus tard au début du mois de juillet 2023. Et par la suite, on va aller à maatocratie et non démocratie. Lui, il sortira à la fin de l'été. Je prendrai le temps de le parachever parce que dans ce livre-là, maatocratie et non démocratie, j'essaie de relever un défi intellectuel important. C'est celui de concevoir des institutions africaines au-delà du modèle démocratique. Pendant très longtemps, ma génération et même la vôtre et beaucoup de générations africaines ont été endoctrinées avec l'idée que la seule forme d'organisation politique valable, c'est la démocratie représentative de type occidental. Or, mes recherches et notamment ma reconnexion avec les humanités classiques africaines qui ont été réhabilitées par les travaux du grand maître Cheikh Anta Diop, mes recherches m'ont amené à penser que nous avons toute raison d'aller chercher dans la tradition multimillénaire africaine un modèle politique de l'état de droit africain. Et c'est ce modèle qui doit inspirer nos institutions sociales, économiques, politiques. Ce modèle spirituel et traditionnel africain peut tout à fait nous permettre de fonder un état de droit africain qui ne soit pas sous le chantage de la démocratie et des droits de l'homme, qui ont été élaborés essentiellement dans le contexte occidental, sans la prise en compte de nos déclarations des droits de l'homme à nous, sans la prise en compte de notre tradition politique, celle qui avait déjà fait ses preuves avant la traite négrière, avant la colonisation et avant la néocolonisation. Donc, mes chers amis, la première nouvelle que je voulais donner à l'Afrique des libertés, c'est que si vous me voyez m'absenter, ça veut dire que je suis vraiment dans le cabinet de réflexion. Je suis entré dans l'écritoire. Je suis dans une phase où on ne peut pas exprimer autrement que par les doigts et la plume. Ça, c'est la principale raison pour laquelle de temps en temps, vous me verrez m'absenter du réseau social. Car malheureusement, nous n'avons pour le moment, ou peut-être heureusement, nous n'avons pour le moment qu'un seul corps physique. Et nous ne pouvons pas le mobiliser à plusieurs endroits à la fois. Nous n'avons pas le don d'ubiquité physique. Quoique sur le plan mental et sur le plan spirituel, cela soit possible. Ça, c'est la première information que je voulais vous donner. Donc, quand je suis silencieux, alors, ne faites pas immédiatement l'hypothèse que j'ai un très grave problème. Faites d'abord l'hypothèse que je suis au laboratoire. Que, si notre serviteur nous sèvre de sa parole pendant quelques jours, c'est souvent parce que il est en mode sous-marin, en train d'aller chercher des idées sur des plans extraordinairement complexes pour les faire descendre sur la terre. Voilà la principale raison. S'il y a toute autre raison qui m'empêche d'être à votre disposition, je prendrai, et j'ai toujours pris des dispositions pour que vous le sachiez. Mettons, si je suis malade, ben je vous dirai que je suis souffrant. Donc du coup, je me repose. Si mes persécuteurs m'empêchent de communiquer avec vous, je ferai encore tout pour vous informer que ce sont eux qui m'empêchent de communiquer avec vous. Je ne vous laisserai jamais sans les raisons de mon silence. C'est pour ça que je vous explique, afin que vous ne paniquiez pas davantage. Si je me tais, c'est que je suis en train de travailler, sans doute en train d'écrire. Et j'ai besoin dans ces moments-là de me couper pratiquement de tout. Si je me tais, deuxième cas, c'est que je suis malade. Par la grâce du Tout-Puissant, c'est quelque chose qui m'arrive très rarement. Et ce sont souvent les maladies bénignes de saison, comme les rhumes, les grippes que tout le monde attrape. Et pour tout le reste, le Tout-Puissant et nos ancêtres angélisés veillent. Il peut arriver que l'un des miens également soit souffrant. À ce moment-là, je suis obligé de me disposer à l'accompagner. Mais jusqu'ici, nous avons la grâce du Tout-Puissant et nous allons vraiment au mieux. Et enfin, la dernière raison, c'est si la France-Afrique m'empêche de vous parler, comme moi, on ne peut pas complètement m'empêcher de parler, je vous informerai que c'est la France-Afrique qui m'empêche de vous parler. Car de toutes les façons, les réseaux sociaux sont l'une des conditions de ma sécurité.
et de celle des miens. Si je n'avais pas dit au monde entier tout ce qu'on me fait, je ne suis pas sûr que je serais là devant vous. Je recommence. Si moi là, je n'avais pas dit dès le premier jour au monde entier tout le mal qu'on me fait, je ne suis pas sûr que je serais même assis actuellement devant vous pour parler. Si, pris par la peur, pris par l'intimidation, pris par le harcèlement de la France-Afrique, je m'étais tu, on m'aurait écrasé dans ce silence. Car c'est un système qui ne pardonne ni aux forts en thème, ni aux faibles. C'est un système qui écrase. Et voilà pourquoi face à ce système, il n'y a pas 46 000, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut résister. Résister, c'est la condition pour demeurer un être humain. Si vous ne résistez pas, vous cessez d'être humain. Ils vous réduisent au statut de bête, ils vous réduisent au statut de brute, ils vous réduisent au statut de chose, de marchandise. Et votre présence sur la terre ne se justifie plus. Tout comme d'ailleurs votre passage vers de nouvelles universités de la vie spirituelle. Ni sur la terre, ni dans l'au-delà. Celui qui vend son âme ici-bas n'a la chance de devenir ce qu'il doit être. Voilà pourquoi il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas négocier. Il ne faut pas négocier avec votre dignité. Il ne faut pas négocier avec votre âme. Il ne faut pas négocier avec les principes fondamentaux qui font que vous demeuriez des personnes humaines, c'est-à-dire des êtres conscients de la présence en eux de l'Esprit de Dieu. Car c'est la présence en l'homme de l'Esprit divin et la conscience de cette présence qui fait de l'homme une personne. C'est ce qu'on appelle la dignité. Cette notion de dignité, elle est en rapport avec la divinité. Le divin a veillé à ce que, lorsqu'un être vivant apparaît sous la forme humaine, il prenne conscience de l'existence du divin. Donc l'homme est, pour ainsi dire, l'animal voué à la divinité. L'animal auquel la conscience a été donnée sous la forme la plus élevée, afin que cet animal reconnaisse son créateur et le serve. Afin que cet animal participe à la création et se prépare ainsi à devenir un ange. Oui, c'est ça l'homme. Et donc quand les gens sont là, ils vous proposent de vendre votre âme pour de l'argent. Mais l'argent, c'est une matière terrestre. L'argent restera sur la terre avec votre cadavre. Donc vous ne pouvez pas vendre votre âme pour de l'argent si vous réfléchissez rationnellement, rien que rationnellement. Parce que l'âme, elle peut être immortelle, elle peut être éternelle. Le corps, quant à lui, il ne peut pas être éternel, il est mortel. Or, l'argent, c'est le symbole de la possession du corps. Donc si quelqu'un achète ton âme avec l'argent, en fait, il a payé moins cher ce qu'il y a de plus cher. Toutes les spiritualités, toutes les grandes religions enseignent qu'il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps plus que ceux qui tuent l'âme. Ceux qui tuent l'âme sont les pires criminels, car ils donnent aux créatures de Dieu, ils leur donnent le chemin vers la seconde mort, la mort de l'âme. La mort du corps, elle aura lieu. Comme on dit chez nous à Abidjan, Choko Nachaka. Choko Nakachaka, ton corps là, tu vas déposer ça. Le corps est simplement un voile que porte l'âme lorsqu'elle habite, et bien sûr la terre. Mais si tu sais que tu es une âme, et si tu sers le créateur des âmes, tu sais que ta mort ne sera que le passage de ton âme d'un plan de vie à un autre, encore plus élevé et plus noble. Et voilà pourquoi, pendant que tu es sur la terre, tous ceux qui veulent acheter ton âme, ce sont tes ennemis déclarés. Tous ceux qui veulent que tu vendes ton âme, ce sont tes ennemis déclarés. Donc quand quelqu'un s'attaque à ton âme, tu ne dois pas avoir peur de lui. Car en fait, il s'attaque à ce que tu es de plus précieux. Pas à ce que tu as. Ce que tu as, c'est ton corps. Ça, c'est à la limite, de toute façon, tu vas le perdre. Mais ton âme, c'est ce que tu es. Ton âme, c'est la possibilité que tu sois toujours. Ton âme, c'est la possibilité que tu vives éternellement. Donc, quand quelqu'un s'attaque à ça, tu n'as pas le choix. Si tu recules, tu vas connaître la deuxième mort, la mort de l'âme. Tu auras tout perdu. Tu seras tout perdu.
Donc moi, les persécuteurs de la France-Afrique, ils ont trouvé en moi quelqu'un qui ne va pas s'agenouiller. Je ne me soumettrai jamais à l'injustice. Autrement dit, je ne m'agenouillerai jamais devant l'injustice. Je ne demanderai pas à l'injustice de m'aimer. Je ne demanderai pas aux gens injustes, méchants, mauvais. Je ne leur demanderai pas de m'aimer. Je les rejetterai, je les repousserai, je les combattrai parce que mon âme n'appartient qu'au maître absolu de vie et non pas à eux. Et voilà pourquoi, très facilement, dès qu'ils ont commencé à me persécuter ouvertement, je l'ai dit ouvertement et je vous ai donné leur liste. Donc n'ayez pas peur, puisque moi-même je n'ai pas peur. Nous, Africains, on a déjà tout vu. N'est-ce pas? On nous a vendus comme des marchandises par centaines de millions. On est vivants. On est venu nous agresser sur notre territoire, le continent le plus riche de la planète. Ils sont venus nous coloniser en nous exterminant, en nous déportant, en nous ségrégant, en nous parquant dans les camps de concentration. Parce que tout ça, ils ont fait ça sur nous d'abord, avant de se faire ça entre eux ici. On a survécu à ça. Ils ont organisé la pseudo-décolonisation. Ils ont truqué nos accords d'indépendance. Et ils ont imposé à la tête de nos pays des ennemis de leur peuple. Maintenant que nous essayons de sortir notre tête de l'eau, après qu'ils nous aient trompés avec leur pseudo-démocratie, ils ont envoyé des terroristes pour recommencer ce qu'ils nous ont fait avec la traite négrière. Ce qu'ils nous ont fait avec la colonisation. Ce qu'ils nous ont fait avec la néocolonisation et l'imposition des dictateurs de la France-Afrique. Ils veulent nous imposer ça à travers des terroristes qu'ils ont commencé par appeler des djihadistes pour tenter de nous faire croire qu'on veut nous imposer d'être musulmans, y compris quand certains d'entre nous le sont déjà. On les a pris la main dans le sac et on a découvert que les djihadistes n'en étaient pas. Ce sont plutôt des terroristes. Et ces terroristes sont les pionniers des impérialistes. Les mêmes impérialistes qui nous ont réduits en esclavage, notamment à partir du XVIe siècle. Les mêmes impérialistes qui se sont partagés l'Afrique sans les Africains à Berlin au XIXe siècle. Les mêmes impérialistes qui ont organisé la soi-disant indépendance africaine tout en gardant la même mise sur l'Afrique par leur camp militaire, par leur monnaie néocoloniale du franc CFA, par la suprématie du dollar, la suprématie de l'euro, la suprématie du FMI, la suprématie de la Banque mondiale sur le commerce international, la suprématie de leur compréhension du droit international sur toutes les justices internationales, la suprématie de leur paradigme politique, démocratique, sur toute la pensée politique planétaire. Ce sont les mêmes-là qui, voyant que nous tentons de relever notre tête, ont envoyé Al-Qaïda, ont envoyé l'État islamique pour nous frapper, afin que nous soyons fragiles et que nous acceptions de nous cacher toute notre vie durant sous leur aile. Bon, ça là, on a compris. Et nous avons décidé de ne pas donner notre âme à cette injustice. Nous avons décidé d'éveiller les Africains contre la pensée négrière raciste, contre la pensée colonialiste, contre la pensée néocolonialiste, contre la pensée impérialiste, contre la pensée terroriste, contre la pensée despotique, la pensée de la France-Afrique. Voilà notre chemin. Rien ne nous déviera de ce chemin. Vous et moi, si nous avons pris conscience de qui nous sommes, personne ne peut nous faire démordre de ce chemin. Chaque épreuve sur ce chemin est un moment de gloire. Car c'est une occasion d'affirmer ce qui est vrai, ce qui est juste. C'est une occasion de faire avancer la Mahat. Voilà le premier aspect de la conversation que je voulais avoir avec vous, mes chers frères et sœurs en humanité, mes chers amis des réseaux sociaux YouTube et Facebook, de Franklin Nyamsi, wa Cameroun, wa Africa, l'Afrique des libertés. Maintenant, j'ai un deuxième sujet à aborder avec vous. C'est l'accélération des événements dans le monde multipolaire. Vous devez savoir, où que vous soyez sur la Terre, à l'instant où je vous parle, et vous êtes près de 2000, plus de 2000 personnes maintenant en direct.
ne laissez pas cette émission uniquement pour vous. Cette émission est un pain spirituel de la liberté des Africains. En tant que tel, il doit être distribué par toute personne qui la regarde. Je vois un déséquilibre des machines là. Donc ça dépend de vous. Brisez le déséquilibre des machines. Montrez que nous sommes ensemble invincibles quand nous communiquons. Donc le deuxième sujet dont je voudrais vous entretenir, c'est l'accélération des événements dans le monde multipolaire. Et je vais passer un peu les nouvelles du monde multipolaire. Il faut que les Africaines et les Africains, les amis européens, asiatiques, américains de l'Afrique de liberté s'intéressent à ça, s'ils veulent comprendre ce qui se passe. Premier point, il y a le sommet. Le sommet des BRICS qui se déroule en Afrique du Sud au mois de juillet. Non, oui, au mois de juillet prochain. Eh bien, non, au mois de juin, je crois que c'est entre le 23 et le 26 juin, dans ce mois-ci, en Afrique du Sud, il y a le sommet des BRICS. Il y a une nouvelle très intéressante, c'est que l'Afrique du Sud, qui est gouvernée par l'African National Congress, de Nelson Rolihlahla Mandela, de Walter Sisulu, d'Oliver Tambo, l'Afrique du Sud a tenu tête à la soi-disant communauté internationale, c'est-à-dire le G7, c'est-à-dire les puissances occidentales, c'est-à-dire la minorité démographique mondiale. Cela ne vous a pas échappé que la communauté internationale, entre guillemets, c'est-à-dire la minorité mondiale, a porté plainte et menacé l'Afrique du Sud. Celle-ci était supposée arrêter dès son atterrissage en Afrique du Sud, le président Poutine, afin d'appliquer le mandat d'arrêt international lancé par la Cour pénale internationale il y a quelques mois. Un temps, l'Afrique du Sud a donné l'impression de flancher, de reculer, de paniquer sous la menace des États-Unis, sous la menace des pays occidentaux. Mais, se souvenant de son histoire longue de résistance, le régime au pouvoir en Afrique du Sud a annoncé, il a annoncé de manière ferme et non négociable, que tous ceux qui participeront au sommet des BRICS en Afrique du Sud bénéficieront de l'immunité diplomatique. Le secrétaire général de l'ANC, le camarade Fikele Mbalula, a donné une interview remarquable qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, dans laquelle, répondant à un journaliste occidental, il lui a fait observer que s'il fallait arrêter le président Poutine, il faudrait d'abord arrêter tous les dirigeants occidentaux de puissances qui ont commis des crimes contre l'humanité dans le monde avant Poutine. Autrement dit, il faudrait arrêter Tony Blair, il faudrait arrêter David Cameron, il faudrait arrêter Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha, il faudrait arrêter Barack Obama, il faudrait arrêter Bill Clinton, il faudrait arrêter George Bush Walker, il faudrait condamner tous les autres qui, depuis, mettons, 2 siècles, ont commis les pires barbaries sur la terre. Ils ont massacré en Irak, massacré en Syrie, ils ont massacré en Libye, massacré en Somalie, massacré en Serbie, massacré en Indochine au Vietnam, massacré en Afghanistan, massacré au Japon, massacré en Amérique du Sud. Tous ceux qui ont fait ça faisaient remarquer le camarade Fikele Mbalula. Il faudrait d'abord tous les condamner, ensuite lancer des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Après que cela aura été fait, vous pouvez espérer que l'Afrique du Sud envisage d'appliquer votre soi-disant mandat d'arrêt international. Fikele Mbalula allait plus loin en disant, mais vous pensez qu'on arrête un chef d'État comme ça? Ce qui est très intéressant, c'est que cette affaire a montré que dans ce monde, il y a chef d'État et chef d'État. D'abord, les Américains, les Britanniques, les Français, les Occidentaux en général ne sont jamais jugés à la Cour pénale internationale. Depuis que la Cour pénale internationale est là, combien de grands dirigeants de l'Europe de l'Ouest s'y sont retrouvés? Pourtant, il n'y a pas une seule grande puissance de l'Europe de l'Ouest, que ce soit la France, les Pays-Bas, l'Espagne, la Belgique, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Il n'y a pas une seule grande puissance du bloc occidental qui ne soit pas aisément coupable, identifiable comme coupable de crimes contre l'humanité. Combien d'entre leurs dirigeants, leurs responsables politiques se sont retrouvés à la CPI?
Alors donc, je voudrais saluer ici la jurisprudence positive que l'Afrique du Sud, géant du continent africain, impose. Elle impose le respect de l'Afrique. L'Afrique du Sud, en renvoyant dans leurs cordes les hypocrites qui veulent que le droit international s'applique aux autres, mais jamais à eux-mêmes, l'Afrique du Sud défend l'honneur de l'Afrique. Saluons le gouvernement sud-africain. Il faut dire qu'à la gauche du gouvernement, à l'extrême gauche de l'ANC, il se trouve le parti et le mouvement du camarade Julius Malema, et qui est une véritable vigie de la souveraineté africaine. L'ANC a intérêt à faire face, quand on méprise l'Afrique, à assumer son rôle de parti historique de l'émancipation africaine. Si l'ANC ne le fait pas, elle va se faire bouffer aux futures élections par le parti du camarade Julius Malema. Donc, il faut aussi savoir que, du point de vue de la politique sud-africaine intérieure, il était important que l'ANC se positionnât sur des bases panafricanistes, révolutionnaires et progressistes. Parce que si l'ANC n'avait pas pris cette position, en Afrique du Sud, là, aux prochaines élections, c'est Malema qui passe devant. Les dirigeants sud-africains, le régime du président Ramaphosa, ont bien compris que s'ils s'étaient amusés à se soumettre aux injonctions occidentales à propos du voyage du président Poutine en Afrique du Sud, aux prochaines élections sud-africaines, le peuple sud-africain basculerait complètement vers l'extrême gauche avec Julius Malema comme leader montant. Donc, quelque part, en politique intérieure, l'ANC a été très malin. L'ANC a été très maligne. Et en politique internationale, l'ANC fait honneur à l'histoire de ce mouvement. Et n'oubliez pas que l'ANC a refusé d'exécuter le mandat de la CPI. D'abord parce qu'en réalité, ce mandat n'est pas correctement fondé. Mais en plus parce que, en fait, ce mandat est un mandat unilatéral. Les mandats de la CPI, ils visent essentiellement les dirigeants de pays non nucléaires. Ils visent les dirigeants de pays qui ne sont pas des puissances permanentes du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils visent des dirigeants de pays africains, des hommes politiques africains. Donc la Cour pénale internationale n'est internationale que de nom. Maintenant, tout le monde sait très bien qu'il s'agit d'une cour pénale instrumentalisée par les grandes puissances occidentales pour imposer leur suprématie mondiale. Donc en refusant de se soumettre aux oukases de la CPI, l'Afrique du Sud fait honneur à l'Afrique. Saluons ce courage et cette ténacité. Et l'Afrique du Sud est d'autant plus à l'aise pour le faire que la Russie vient de nous montrer, en cette année 2023, qu'il n'y a pas que les Occidentaux qui puissent lancer les mandats d'arrêt internationaux contre les autres dans le monde. Parce qu'on était un peu trop habitués à une circulation unilatérale du nord vers le sud des mandats d'arrêt internationaux. N'est-ce pas? On était habitué à ce que quand il y a un mandat d'arrêt international, souvent c'est une grande puissance occidentale qui instrumentalise la CPI pour faire arrêter un dirigeant dans le sud, un dirigeant d'un pays non occidental qui ne fait pas les 4 volontés, bien sûr, de la coalition occidentale. Or, là maintenant, il y a des mandats d'arrêt internationaux qui circulent nord-nord. Bon, la Russie est quand même aussi un pays occidental. Il ne faut pas l'oublier. Une bonne partie de la Russie est en Europe. Donc la Russie, elle aussi, elle a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre les juges de la CPI et contre une personnalité politique américaine. Donc le monde va très vite. Même les mandats d'arrêt internationaux deviennent la chose du monde la mieux partagée. Tu lances, je lance. Alors, moi, ça m'amène à dire aux dirigeants africains que quand on a été victime dans un pays africain de l'action politique criminelle d'un dirigeant étranger, je ne sais pas ce que nos magistrats attendent pour se réunir, convoquer l'affaire et lancer les mandats d'arrêt internationaux contre ces dirigeants étrangers. Bon, quand la Libye sera libérée, il faut lancer un mandat d'arrêt international contre Sarkozy, Obama, David Cameron, puisque ce sont eux qui ont détruit la Libye. Il faut lancer un mandat d'arrêt international contre les dirigeants de l'OTAN aussi. Quand la Côte d'Ivoire retrouvera sa souveraineté, tous les dirigeants internationaux qui ont tué des Ivoiriens, les Chirac, les Sarkozy, bon, il faut leur lancer, il faut qu'on leur lance aussi des mandats. Vraiment, cette affaire de mandat-là, ça doit circuler dans tous les sens, pour que tout le monde comprenne que nous sommes égaux. Nous sommes tous des êtres humains. La justice à 2 vitesses. Du 2 poids 2 mesures, il faut que ça s'arrête. Bon,
On découvre qu'il y a des gens qui arment les terroristes, qui payent des rançons aux terroristes, qui financent les terroristes, mais on leur lance les mandats d'arrêt. On leur lance les mandats d'arrêt. Parce que ça fait quand même un moment que ces gens-là, ils prennent plaisir à arrêter les Africains. Nous avons des magistrats au Mali, nous avons des magistrats au Cameroun, au Nigeria, au Gabon. Quand ces pays vont être vraiment émancipés, et comme ils sont en chemin de l'être, mais il faut que les magistrats prennent leurs responsabilités. Moi, je voulais tirer de cette affaire de la généralisation des mandats d'arrêt une occasion de dire aux juges africains, à nos frères les magistrates et les magistrats, vous aussi faites-nous honneur. On a beaucoup de voyous en tout pays qui ont fait des choses graves chez nous. Les Bob Denard, les crimes de Bob Denard. Je voyais un documentaire hier sur France Télévisions, faisant le bilan des crimes que Bob Denard a commis sur le territoire africain. Mais il n'était pas seul. Plusieurs des compagnons de Bob Denard sont encore vivants, qui ont assassiné au Bénin, assassiné aux Comores, assassiné à Djibouti, etc. Qu'est-ce qu'ils font, nos magistrats, là? L'État paye vos études de droit pour qu'en retour, vous meniez les poursuites qui protègent l'État. Donc, il faut lancer aussi des mandats d'arrêt internationaux contre tous les voyous de tout pays qui nous ont attaqués. Ah oui, parce que c'est la leçon que la Russie nous apporte. Ah bon, vous voulez arrêter le président Poutine? Les Russes disent d'accord. Bon, nous, on veut arrêter tel de vos politiques américains. Bon, nous, on veut arrêter même le président de la CPI. On veut l'arrêter. Et puis, ils ont dit ça, ils sont assis. Ils sont assis tranquillement. Bon, nous, Africains, qui sommes dans une lutte d'émancipation, on a des dossiers de violation de nos droits par de nombreux dirigeants de pays étrangers, par des politiques qui ne sont même plus au pouvoir. Mais écoutez, il faut également faire prospérer les mandats d'arrêt internationaux de nos tribunaux. Il faut les lancer. Parce qu'en face, ça ne les gêne pas eux. Telle interdiction de voyager. Toi, interdiction d'aller à gauche. Toi, tu n'as plus le droit de faire ceci à droite. Toi, on ferme tes comptes bancaires, etc. Ben, écoutez, il faut leur appliquer la réciprocité. Ce que l'Afrique du Sud nous montre, ce que la Russie nous montre, c'est que le monde va mieux quand il y a un peu de réciprocité, et même quand il y a strictement réciprocité. Mes ancêtres négro-africains Bassa appelaient ça « Tembe Nigné ». Rentre avec lui. Rentre avec lui. Rentre avec lui. Il y a une banque ici qui a fermé mes comptes alors que je n'ai rien fait. La Société Générale. Quand ils fermaient mes comptes, je leur avais dit ce que vous faites aux innocents africains ne sera plus entassé dans le livre des siècles comme avant. Vous allez quitter l'Afrique. Mais j'étais assis ici, j'apprends qu'il y a 30 filiales. 30 filiales. 30 filiales de la Société Générale qui sont fermées. Je n'ai même pas bougé encore de France, c'est déjà fermé. Moi, j'étais même pas là-bas, c'est déjà fermé. J'étais assis ici. Hein. Ils ont pris des amendes extraordinaires là-bas en Afrique. Dans tout ça, je n'ai rien dit. Hein. Je suis assis là. Donc, il faut que les magistrats africains, il faut que les gouvernants africains, il faut que la classe politique, les intellectuels africains prennent conscience du pouvoir judiciaire africain. Du pouvoir que les Africains ont de dire le droit. Et même de dire le droit international. C'est trop facile de notre part de former des générations et des générations de juristes africains à apprendre le droit international tel que l'Occident l'enseigne. Il faut promouvoir une compréhension africaine du droit international. Un droit international, eh bien, africain. Celui qui vient faire des affaires en Afrique, celui qui vient se mêler de nos business en Afrique, on lui applique notre droit international. S'il n'est pas content, il va chez lui, dans son pays, et il s'applique son droit international à lui là-bas. Et c'est ce que m'inspire la conduite exemplaire de l'Afrique du Sud. Souvenez-vous, j'ai donné une conférence récemment où je disais que le Nigeria nous faisait un peu honte. Voilà un géant africain qui est absent des occasions de prendre la parole pour l'Afrique. Un pays aussi puissant que le Nigeria a à sa tête des dirigeants qui ont une vision africaine inexistante. C'était grave avec Muhammadu Buhari, le général muet, absent de l'Afrique. Et je vois arriver M. Tinubu, qui est davantage un danseur que quelqu'un qui se préoccupe du continent.
Ça me fait mal pour le Nigeria. Ça me fait mal pour l'Afrique. Le bon vieux temps où nous avions Nnamdi Azikiwe. Le bon vieux temps où nous avions Abubakar Tafawa Balewa au Nigeria. Le bon temps où nous avions les grands dirigeants visionnaires du Nigeria. On avait les Nkrumah au Ghana, les Ahmed Sékou Touré en Guinée, les Amilcar Cabral en Guinée-Bissau, les Muammar el-Kadhafi en Libye. On avait Gamal Abdel Nasser en Égypte. Julius Nyerere en Tanzanie. Sylvanus Olympio au Togo. Dans une très bonne mesure, Mathieu Kérékou au Bénin. Des gens qui parlaient. Et on les entendait. Barthélemy Boganda en Centrafrique. Ruben Oumniobe. Félix Moumié au Cameroun. Ernest Wandié au Cameroun. Quand nous avions Lumumba Patrice au Congo, qui pouvait dire qu'il n'entendait pas la voix de l'Afrique? Alors, africains, mais qui sont les Lumumba d'aujourd'hui? Qui sont les Mandela d'aujourd'hui? Qui sont les Agostinho Neto, les Samora Machel d'aujourd'hui? Qui sont-ils si ce n'est vous et moi? À condition que nous acceptions de devenir d'ardents serviteurs de l'émancipation de notre continent. Donc il faut que dans tous les corps de métier, notamment dans le corps de la magistrature, apparaissent des hommes et des femmes courageux qui, dans le cadre du processus d'autonomisation de la justice, prennent à bras le corps les crimes contre l'humanité qui ont été commis contre l'Afrique, notamment depuis la traite négrière, jusqu'aux dernières agressions terroristes. Il faut nous prendre cela sur la base d'un droit international africain. Il faut convoquer les procès et il faut condamner. Et oui, Wallahi billahi talai. Ce sont les tribunaux africains qui vont ordonner les procès, ordonner les verdicts, ordonner les réparations. Et ce sont ces tribunaux qui vont participer à la respectabilité juridique internationale de l'Afrique. Mais il faut qu'il y ait des Africaines et des Africains debout, que nous soyons dans des pays émancipés du néocolonialisme et des dictatures pour que cela apparaisse. Je suis toujours en train de vous parler du monde multipolaire. Il y a autre chose qui s'est passé. C'est la nouvelle banque de développement des BRICS qui est en train de prendre de l'ampleur. Elle est basée à Shanghai, en Chine. La nouvelle banque de développement des BRICS. New Development Bank. NDB. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette banque. Africain, est-ce que vous êtes au courant de cette banque? Aujourd'hui, nous sommes habitués à un système international de paiement qu'on appelle le système SWIFT. Ce système SWIFT est connecté au système Visa. Et il est contrôlé par la communauté internationale, c'est-à-dire par la minorité mondiale, le G7 occidental. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a un autre système bancaire qui est en train d'apparaître autour de la NBD, NDB, National Development Bank. Je crois que bientôt même, s'il y a un bon contrat là-bas pour que je leur donne des conseils, je vais aller signer ça. Hein? Vous seriez content, non? Qu'on me propose un contrat de conseiller stratégique de la New Development Bank, NDB. Vous seriez content, non? Bon, quand ça va arriver, on va fêter ça. Hein? Alors, la New Development Bank, c'est-à-dire la nouvelle banque de développement, qui est la banque des BRICS, cette banque-là est basée en Chine, à Shanghai. Elle a un principe différent du système occidental. Dans le système occidental, à travers la Banque mondiale et le FMI, il n'y a que les puissances occidentales qui sont détentrices du capital.
et qui endette le reste du monde à des taux prohibitifs, comme l'a dit le dictateur du Cameroun, mon pays natal, Paul Biya, de telle façon que le reste du monde soit constamment redevable envers la Banque mondiale et le FMI. C'est ça le principe du FMI et de la Banque mondiale. Leurs crédits ont pour but de maintenir dans la dépendance. Et leurs crédits ont pour but d'enrichir exclusivement et prioritairement les pays occidentaux qui sont les détenteurs des capitaux. Or, avec la New Development Bank, NDB, tous les pays membres sont détenteurs des capitaux. Et le capital de cette banque est ouvert à tout pays membre. Autrement dit, ce qui va devenir la monnaie du monde multipolaire, la monnaie des BRICS, la monnaie unique des BRICS, ça ne va pas être la monnaie de la Russie, ça ne va pas être la monnaie de la Chine, ça ne va pas être la monnaie de l'Inde ou la monnaie de l'Afrique du Sud. Ça va être la monnaie intermédiaire de tous les pays qui sont monétairement souverains. Écrivez ça. Je recommence. La différence d'approche qu'il y a entre le FMI, la Banque mondiale, ce qu'on appelle les IMF, International Monetary Fund, les IFI, International Financial Institution. Bref, l'organisation bancaire occidentale, elle est pyramidale. Au sommet de leur organisation bancaire, il y a les grandes puissances occidentales détentrices des capitaux. Ce sont elles qui ont les capitaux du FMI et de la Banque mondiale. Elles prêtent avec taux d'intérêt le plus élevé possible et elles s'en font plein les poches. Voilà le système pyramidal. Mais là-bas, à la NDB, on a un système circulaire. C'est une cagnotte commune. Pour être membre de cette banque, il faut posséder sa propre monnaie. Et donc, la banque va créer une monnaie d'échange commun à partir de la négociation entre les monnaies nationales respectives. C'est-à-dire que cette monnaie aura pour but de faciliter les échanges entre les différentes monnaies nationales. Chacune des banques détentrices d'une monnaie nationale aura son paquet de devises à l'intérieur de la New Development Bank. De telle façon que lorsqu'elle veut échanger avec un autre pays qui est membre de la même banque, il y a donc une négociation monétaire interne, une péréquation. Je détiens par exemple le wari malien. Toi, tu détiens le yuan chinois. Nous sommes tous membres de la NDB, New Development Bank. Nous, les Maliens, avec notre wari, on négocie avec vous, les Chinois. Et on s'entend sur la quantité de wari qu'on peut vous prêter et sur la quantité de yuan que vous pouvez nous prêter en fonction des marchandises que les uns et les autres veulent. Une fois qu'on s'est entendu là-dessus, on peut traduire ces quantités-là en unités intermédiaires de la nouvelle monnaie des BRICS. Donc, ça veut dire que pour te payer, je te donne telle quantité de notre monnaie commune BRICS et pour me payer, tu me donnes telle quantité de notre monnaie commune BRICS à l'issue de notre convention, de notre négociation. Donc, c'est une banque qui sera là pour veiller à ce qu'il y ait vraiment une péréquation, des échanges équitables entre les pays. Mais il faut pour cela que chacun de ces pays soit monétairement souverain. C'est ça le principe de la nouvelle banque de développement des BRICS. Donc, c'est une banque de co-développement. On se développe ensemble. Moi, au Mali, je possède du coton. Toi, en Chine, tu possèdes des machines-outils agricoles. J'ai besoin de 3000 machines-outils qui permettront, par exemple, de faciliter le labour de mes coopératives. Toi, tu as besoin d'1 million de tonnes de coton. Eh bien, on va négocier. Combien de machines vaut une tonne de coton? On va négocier combien de machines vaut une tonne de coton. On va s'entendre. Et une fois qu'on se sera entendu, on va créer donc une unité de paiement avec notre monnaie commune. Avec mes réserves de notre monnaie commune, j'achèterai tes machines-outils. Avec tes réserves de notre monnaie commune, tu achèteras mon coton. Et donc, ainsi, chacun d'entre nous aura des réserves, non seulement en monnaie nationale, mais en monnaie commune, et il sera apte à échanger à tous les niveaux. Voilà le principe de la New Development Bank. Or, là, il y a un petit problème.
Est-ce que les pays d'Afrique francophone, les pays de la zone CFA, peuvent bénéficier de ces opportunités pleinement? C'est quelque chose sur quoi je voudrais vous apporter quelques précisions. Il y a plusieurs niveaux d'adhésion au BRICS. Le niveau le plus large et le plus souple, c'est ce qui s'appelle le BRICS Alliance. BRICS Alliance, c'est un cercle dans lequel les pays qui sont membres des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ces pays-là mènent quelques projets avec des pays qui ne sont pas membres des BRICS. Parce que ce sont des pays qui ne remplissent pas encore pleinement les critères pour être membres des BRICS. D'accord? Ils ont donc créé un premier cercle très élargi qui s'appelle le BRICS Alliance. Là, dans le BRICS Alliance, il peut y avoir vraiment des pays qui n'ont même pas leur propre monnaie, des pays qui appartiennent au système financier européen, au système financier occidental, par exemple, c'est le cas quelque part de la Turquie, des pays qui ont encore un bon pied dans le monde financier occidental, les pays des BRICS acceptent de faire des affaires avec eux, mais dans le cadre de la BRICS Alliance. Ok, ça c'est le premier niveau. Mais pour être membre des BRICS, par contre, il y a deux conditions qui ont été posées ces derniers temps par les dirigeants principaux de l'Alliance des BRICS. Et ces conditions ont été posées à l'unanimité. Le Brésil est d'accord, la Russie est d'accord, l'Inde est d'accord, la Chine est d'accord, l'Afrique du Sud est d'accord et tous les nouveaux adhérents qu'ils ont acceptés sont d'accord. Quel est le premier principe? Vous ne pouvez pas être membre des BRICS et appliquer les sanctions unilatérales décidées par l'Occident contre des pays membres des BRICS. Je recommence. Première condition. Vous ne pouvez pas vouloir être membre des BRICS et appliquer les sanctions unilatérales occidentales contre certains pays des BRICS. Par exemple, les sanctions occidentales contre la Russie, les sanctions occidentales contre l'Iran ou les sanctions occidentales contre la Chine. Si vous les appliquez, vous n'entrez pas dans les BRICS. Les BRICS n'acceptent pas des gens qui veulent manger à tous les râteliers, des gens qui veulent avoir le beurre, l'argent du beurre et peut-être même par-dessus tout la crémière avec. Ça, c'est la première condition. Vous voyez, cette nouvelle coopération économique et politique dans le monde oblige les États à assumer leur souveraineté. Vous ne pouvez pas d'un côté, lorsqu'il y a des votes à l'Assemblée générale des Nations unies, voter contre la Chine, voter contre la Russie, voter contre, je ne sais pas, l'Iran, et puis venir espérer profiter des avantages de la banque de développement nouvelle, la banque de coopération, que le Brésil, la Russie, l'Iran, la Chine, l'Afrique du Sud et leurs nouveaux adhérents sont en train de mettre en place. Ça fait un. Mais il y a une deuxième condition. On ne peut pas être membre des BRICS si on n'a pas une autonomie monétaire. Ce qui veut dire qu'aucun pays de la zone franc CFA, et vous savez que le franc CFA, c'est la monnaie de la Banque de France. Ce n'est pas une monnaie africaine. D'ailleurs, le franc CFA s'appelait avant franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça son nom. C'est la monnaie de la Banque de France. D'ailleurs, il y a un courrier qui circule là, montrant encore que les administrateurs de la Banque de France continuent à imposer leur présence et leurs décisions à l'intérieur des banques centrales d'Afrique de l'Ouest comme d'Afrique centrale. Il y a un courrier qui circule là, où un administrateur de la Banque de France donne des instructions à la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, la BEAC. N'est-ce pas? Tout le monde a lu ce courrier-là qui tourne. Eh bien, des pays qui sont des vassaux comme ça, les pays vassaux, là, les 15 pays de la zone CFA, ne peuvent pas adhérer aux BRICS. Et ça m'amène à poser la question très sérieusement à mes frères et sœurs africains de tous ces pays, en commençant par mon pays natal, le Cameroun, où il y a un nombre de panafricanistes anormalement élevé. Sauf quand il faut analyser la politique officielle de notre gouvernement actuel du point de vue de la grille panafricaniste. En Afrique centrale, quel est le pays qui a posé courageusement le premier pas vers la sortie de la suprématie monétaire du franc CFA? Ce n'est pas le Cameroun. C'est la République centrafricaine du président Faustin Archange Touadéra en créant sa crypto-monnaie. C'est-à-dire en se donnant une monnaie par laquelle il peut déjà participer aux BRICS. J'espère que vous savez que l'agence de la nouvelle banque des BRICS, la nouvelle banque de développement, elle s'installe en Centrafrique.
Et pourquoi elle s'installe en Centrafrique? Parce que les Centrafricains possèdent au moins une monnaie qui ne dépend pas de la Banque de France. C'est le Sango Coin. Écrivez ça. Écrivez, écrivez. Allez, les Africains n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité quand la vérité vient les trouver dans leur maison. Est-ce que vous savez pourquoi la New Development Bank a choisi le Centrafrique comme son siège en Afrique centrale? Mais parce que de tous les pays de la zone CFA, en Afrique centrale, le Centrafrique est le premier à avoir publiquement mis en place sa propre monnaie. Le Centrafrique a sa propre monnaie. Le Sango Coin, là, c'est la monnaie du Centrafrique. Ce n'est pas le CFA. Ce n'est pas le gouverneur de la Banque de France qui gère le Sango Coin. Ce n'est pas le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale qui gère le Sango Coin. C'est le ministre centrafricain de l'économie et des finances. C'est le gouvernement du président Touadéra qui gère cette monnaie. Et avec cette monnaie, ils ont commencé à échanger. Ils ont commencé à vendre et à acheter. Ça, c'est la condition. Alors, on est très panafricaniste dans les médias au Cameroun. Sauf quand il faut voir les contradictions de la politique économique de notre gouvernement. Où est la monnaie camerounaise? Un pays comme le Centrafrique, qui économiquement est en plus grande difficulté, a quand même sa propre monnaie. Il s'est quand même créé une monnaie. Et un pays comme le Cameroun, où il y a un regroupement de militants panafricanistes, de communicants panafricanistes, de défenseurs du panafricanisme, à un niveau extraordinaire, on n'est même pas capable d'avoir une crypto-monnaie indépendante. On n'a même pas le courage de l'avoir. On attend que ce soit des États plus faibles actuellement, comme le Centrafrique, qui le fassent avant nous. Ce n'est pas honteux. C'est honteux. On a un homme politique au Congo, Brazzaville. Sassou Nguesso, il est globalement dans cette affaire-là au pouvoir depuis le milieu des années 70. Il y a eu une brève interruption avec le passage du président Lissouba au pouvoir. Il l'a renversé par coup d'État et par rébellion armée. Ok. Mais voilà quelqu'un qui a été un révolutionnaire. Ne serait-ce qu'un temps, à l'époque de Ngouabi Marien, qui a dirigé pendant longtemps le Parti congolais du travail. Et donc qui possède les fondamentaux des concepts d'émancipation contre la domination de classe. Et c'est le Centrafrique qui est le premier à se faire une monnaie. Ce n'est pas honteux, ça. Ce n'est pas honteux, ça. À la tête de la Guinée équatoriale, c'est encore un militaire. Arrivé au pouvoir en renversant, en éliminant son oncle, Mathias Nguema, en 1979. Théodoro Obiangema Mbazogo, il est assis là-bas. Il a tout le potentiel pour avoir sa propre monnaie. Qu'est-ce qu'il attend? Il faut que ce soit le Centrafrique qui monte le chemin. Il faut que ce soit le Centrafrique qui monte le chemin. À la Guinée équatoriale, qui est pourtant présentée comme un paradis pétrolier sur terre. Faut-il parler du Gabon? Faut-il parler du Gabon? Ça fait pitié. Ali Bongo, il fait des audaces quand il faut aller vers le Commonwealth. Mais l'audace de dire, avec le potentiel économique du Gabon, je dois avoir une monnaie gabonaise complètement pilotée ici. Est-ce qu'il peut dire ça, puisqu'il sait qu'il n'a jamais été élu? Parce que le problème de tous ces gens-là, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'adhésion populaire, puisqu'ils n'ont pas été régulièrement élus. Ce sont des violeurs de constitution, des fraudeurs aux élections, des emprisonneurs et des éliminateurs d'opposants politiques. Ils n'ont pas de légitimité populaire suffisante pour mener les réformes. Voilà la réalité. Alors, traversons, allons en Afrique de l'Ouest. Quels sont les pays qui sont dans les prédispositions pour avoir leur propre monnaie en Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Quels sont les pays, s'ils étaient sérieux, qui profiteraient sérieusement de cette initiative des BRICS? Bon, le Nigeria, il lui faudrait déjà le Nigeria a sa propre monnaie, il peut y aller. Mais il faudrait déjà que le Nigeria se libère de l'impérialisme anglo-saxon. L'élite politique nigériane est encore à genoux. Elle est encore incapable de penser une politique économique africaine indépendante de l'impérialisme anglo-saxon, de l'impérialisme occidental. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'ils continuent leur pseudo-lutte contre Boko Haram, contre l'État islamique, en s'appuyant sur les puissances qui les ont fait venir. Voilà les contradictions nigérianes.
Voilà pourquoi le Nigeria est toujours à feu et à sang. Ils combattent Boko Haram, c'est-à-dire Al-Qaïda et l'État islamique, avec les puissances qui se sont associées à ces organisations pour tuer Kadhafi, détruire la Libye, qui attaquent la Syrie avec ces organisations, qui les financent au Moyen-Orient sans problème, qui les financent en leur donnant l'argent des rançons, et vous vous asseyez pour combattre, soi-disant, le terrorisme au Nigeria. Vous rêvez de la Côte d'Ivoire, le Ghana. Le Ghana, c'est un pays qui est mentalement, idéologiquement et économiquement recolonisé. C'est un pays en faillite. Et d'où est venue la faillite du Ghana? Mais le Ghana a été surendetté auprès du FMI et de la Banque mondiale. Et c'est pour cela que Nana Akufo-Addo a été promotionné à la tête de ce pays pour le vendre. Le vendre. Mais l'Algérie est déjà en train d'entrer dans les BRICS. L'Algérie a une souveraineté suffisante pour entrer dans les BRICS et elle y sera pleinement. Dans les plus brefs délais. Bon, on regarde la Guinée. Mamadi Doumbouya, solidaire envers le Mali et le Burkina, ça c'est bien. Panafricaniste. Détenteur de sa propre monnaie, le franc guinéen, ça c'est encore très bien. Mais est-ce qu'il est complètement libéré de sa dépendance envers les bonnes humeurs des néocolonialistes français? Non. Voilà pourquoi la Guinée traîne. Voilà pourquoi la Guinée traîne. Voilà pourquoi la Guinée traîne. Les demi-mesures. Un pas en avant, deux pas en arrière. Un pas à droite, trois pas à gauche. Voilà pourquoi la Guinée traîne. Alors donc, en Afrique de l'Ouest francophone, c'est pas le Sénégal, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Niger de Bazoum. Ne rêvez même pas du Tchad. J'avais oublié le Tchad. Notre souffrance au Tchad. Est-ce que Kaka Déby comprend quelque chose à tout ça? Lui, en réalité, c'est un sous-préfet néocolonial. Il fait seulement ce qu'on lui dit. C'est un figurant. C'est un figurant, c'est un planton du néocolonialisme français au Tchad. Mahamad Kaka. Vous espérez quoi? Donc, en Afrique de l'Ouest, actuellement, moi je vois deux pays. Hein. Vous les connaissez. Avant même que je n'ai parlé, ce sont les deux seuls pays qui peuvent, à court terme, un, sortir du CFA, et puis deux, remplir les critères de convergence pour aller dans les BRICS. Et voilà pourquoi je salue la visite pédagogique et profonde que le représentant des BRICS pour la sous-région africaine, le représentant de la nouvelle banque de développement, eh bien des BRICS, eh bien le camarade Awad Domelo, la visite que sa délégation a rendue dans ces pays-là, au Mali et au Burkina, est une visite fondamentale. J'espère que nos autorités au Mali et au Burkina ont compris qu'il faut préparer, il faut accélérer les préparatifs pour reprendre la souveraineté monétaire, qui est l'une des conditions de notre souveraineté retrouvée, et puis se développer dans le cadre des BRICS. Moi, je vois le Mali, je vois le Burkina, je vois tout pays africain qui adhère et qui comprend cette philosophie de coopération économique des BRICS, je le vois se développer de manière rapide en moins de 10 ans. Je vois en 10 ans des puissances économiques africaines nouvelles apparaître. Et des puissances économiques africaines qui vont jouer un rôle décisif dans la construction de la Fédération africaine, dans la construction des États-Unis d'Afrique. Donc voilà ce que je voulais dire à propos des BRICS. Maintenant, j'aborde le dernier sujet de cette émission. Je vous ai dit qu'on faisait un petit tour des nouvelles d'Afrique des libertés. Le dernier sujet de cette émission, c'est la dérive de la France-Afrique au Sénégal. Vous avez tous suivi ces 2 dernières semaines la souffrance, la lutte, la tragédie du peuple sénégalais face à la dictature de Macky Sall. Le Sénégal qui est aujourd'hui dans une impasse. Le Sénégal qui est aujourd'hui à la croisée des chemins. Mais quelle est l'observation que je voudrais faire? Vous devez constater qu'au Sénégal, le modèle qui a été utilisé pour réprimer et contrecarrer les revendications légitimes du peuple sénégalais et de son leader, notre camarade bien-aimé, Ousmane Sonko, le modèle qui a été utilisé est exactement le modèle répressif du système de la France-Afrique que nous avons vu avec Biya, avec Sassou, avec Bazoum, avec les Bongo, avec les Yadema, les Nyasingbe, avec Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais attirer l'attention de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais, l'attention de toutes les Africaines et de tous les Africains sur l'existence d'un modèle répressif ayant pour but de maintenir les pays africains sous la férule des dictateurs et sous le contrôle de la France-Afrique.
Ce modèle, je l'ai reconstitué. Il est composé de 7 éléments essentiels. C'est un modèle qui a 7 éléments essentiels. Hein, je les ai notés ici. Je vais vous les commenter rapidement. Premier élément fondamental de ce modèle, la brutalisation de la population. Tous ces régimes sont caractérisés par la brutalisation de la population. Ce sont des régimes brutaux. Donc, la violence. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez le régime de Biya au Cameroun, le régime de Ouattara en Côte d'Ivoire, de Bazoum au Niger, de Sassou au Congo, des Bongo au Gabon, des Eyadema, des Déby au Tchad. Hein? Les Déby au Tchad. Vous voyez le régime des Nyasingbe au Togo. Hein? Qu'est-ce qui les caractérise? C'est la brutalité. Macky Sall remplit le premier critère. Vous êtes d'accord avec moi? Et s'il vous plaît, mes amis, continuez à distribuer cette émission et écrivez critère 1, la brutalité. Si ce que je dis là est faux, vous écrivez la preuve que ce que je dis est faux. Les régimes de la France-Afrique se caractérisent tous par un critère incontestable, la brutalité. La brutalité. Ce sont des régimes brutaux. Et si on devait étudier leur technique de brutalité, il faudrait une conférence à part sur leur technique de brutalité. Mais on retient que ce sont des régimes brutaux. Je rappelle que le mot brutal vient du latin brutus. Et brutus en latin veut dire bête. La bête, la brute. Donc ce sont des régimes animaux. Écrivez ça. Quand on dit qu'ils sont brutaux, certains ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme des bêtes. Ils agissent comme les animaux de la jungle. Ce sont des régimes brutaux. Et brutal, brutalité vient du mot latin brutus. Brutus qui veut dire la brute. La brute, la bête. Ce sont des régimes profondément brutaux. C'est-à-dire profondément bêtes. Bêtes et méchants. Ok. Donc Sénégal, écoutez-moi bien. Afrique des libertés, écoutez-moi bien. Je vous fais le portrait robot des régimes auxquels nous avons affaire. Pour que vous sachiez pourquoi on est obligé de s'unir contre eux. Deuxième élément important de tous ces régimes, le viol constitutionnel, le viol de la loi. Deuxième élément, tous les éléments sont valables, hein, mais comme on doit donner dans un ordre, j'appelle ça le deuxième élément. Mais tous ces éléments-là sont des critères absolus de ces régimes. Deuxième critère des régimes qui a été copié par Macky Sall, précisément. Ce critère a été copié, c'est le viol constitutionnel. Tous ces régimes, sans exception. Vous lisez l'histoire du régime de Biya, viol de la Constitution. Ouattara, viol de la Constitution. Bazoum, viol de la Constitution. Sassou, viol de la Constitution. Bongo, viol de la Constitution. Eyadema, Nyasingbe, viol. Déby, viol. Macky Sall a copié. Donc, on note deuxième caractéristique, le viol constitutionnel. Le viol constitutionnel étant, comme vous le voyez très bien, la base de la fraude électorale. Parce que dès que la Constitution est violée, les élections sont violées. Puisque les élections se font conformément à la loi. Dès qu'on a violé la mère des lois, tout ce qui se fait en fonction de la loi violée est un viol. Tout ce qui est fait à partir de lois fondamentales violées n'est rien d'autre qu'un viol inspiré du viol fondamental. La Constitution, la loi électorale, le découpage électoral, tout est violé. Dans un pays dont la Constitution est violée, tout est violé. Quand la loi des lois est violée, toutes les petites lois qui découlent de cette loi sont violées. Les lois d'un pays à la Constitution violée sont des violettes, c'est-à-dire des filles du viol. Les lois d'un pays à la Constitution violée, puisque la loi fondamentale, c'est la Constitution, toutes les lois qui sortent d'une loi fondamentale violée sont, nous allons les appeler des violettes, c'est-à-dire les filles de la violée suprême. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique importante que Macky Sall a copiée, c'est la création de milices personnelles noyautant les forces de défense officielles et douées d'une impunité pour tuer les manifestants à volonté. Donc, la création de milices personnelles qui non seulement braquent les forces de défense et de sécurité officielles, mais des milices qui sont exemptées de toute poursuite, qui sont impunies, qui sont immunisées et qui par conséquent ont liberté de tuer.
Ça, vous trouvez ça au Cameroun avec Biya, en Côte d'Ivoire avec Ouattara, au Tchad avec Déby, vous trouvez ça au Niger avec Bazoum, au Congo-Brazzaville avec Sassou, vous trouvez ça au Gabon avec Bongo, vous trouvez ça au Togo avec Eyadema, et bien vous trouvez désormais cela très clairement chez Macky Sall. On les a appelés ces derniers temps les nervis. Les nervis. Et Macky Sall a tenté de présenter ces nervis comme étant des hommes violents de l'opposition. Malheureusement, plusieurs enquêtes journalistiques ont pu établir que les nervis descendaient et étaient protégés par les corps habillés, c'est-à-dire par les véhicules de la police, de la gendarmerie et de l'armée sénégalaise. Les images ont permis de les trahir. Ils sont bel et bien, en réalité, une milice parallèle, couverte par les forces de défense et de sécurité, menaçant même les forces de défense et de sécurité, et ce sont eux qui ont perpétré les crimes contre notre peuple au Sénégal. Maintenant, c'est connu. Macky Sall a copié exactement les Bakavers de Ouattara, les brigades de Biya, de Sassou. Il a fait une copie conforme de ce point de vue. Ok, on continue. Quatrième méthode extrêmement importante. Extrêmement importante. La corruption des pseudo-leaders de l'opposition. La corruption des pseudo-leaders de l'opposition. Donc, l'infiltration de l'opposition. Hein? Ce que nous appelons les opposaillons, les ventrocrates, les ventriloques. Leur corruption. Ça, c'est la marque déposée du modèle Biya, Ouattara, Déby, Bazoum, Sassou, Bongo, Eyadema, Obiangema. Ça, c'est leur modèle. Et cela, Macky Sall a bien appris. Hein? Nous en sommes à quoi là? Nous en sommes au quatrième élément. La corruption. L'argent sale. Les nominations bidons. Les promotions bidons. N'est-ce pas? Et c'est avec beaucoup de douleur que j'ai écouté un élément troublant où notre frère Barthélémy Dias, une des pièces maîtresses pourtant de la résistance sénégalaise, ça donne ni plus du moins qu'au lâchage et à l'alignement pour des intérêts inavoués, le lâchage de la lutte du peuple sénégalais au détriment de ce peuple et de son leader Ousmane Sonko. J'ai eu mal au cœur pour le Sénégal en entendant ce qui semble être les propos de Barthélémy Dias. Qu'est-ce que c'est triste. Dias, notre frère Dias, toi aussi tu as fait ça. Toi aussi tu as fait ça. Toi aussi, tu as laissé ton peuple, tu as capitulé en rase campagne, alors même que les Sénégalais n'ont pas fini d'enterrer ceux qui ont cru en toi, ceux qui ont cru en vos mots d'ordre, ceux qui ont cru en ton engagement, parce que beaucoup de ces jeunes qui sont sortis sont aussi sortis parce qu'ils croyaient que ce que dit Dias à Dakar, c'est ce qui est important pour tout le pays. De Ziguinchor à Thiès. Que c'est important à la Médina. Que c'est important pour toutes Sénégalaises et tous Sénégalais. Dias. Dias. L'Afrique a pleuré. L'Afrique des libertés a pleuré, Dias. En entendant ce que tu as dit. Et en voyant ce que tu fais. Diaz, j'ai écouté ton discours. Un discours mi-figue, mi-raisin. Légitimant l'assassin Macky Sall. Et donnant l'impression de le critiquer. Alors qu'en réalité, ce discours avait pour but de lui reconnaître la stature qu'il a perdue. Lui, l'assassin de son peuple. Le criminel de son peuple. Diaz, j'ai eu pitié de toi. Car l'Afrique, le Sénégal vont changer. Et les avantages provisoires que vos trahisons envers notre peuple africain du Sénégal vous procurent, vous mesurerez l'énorme risque que vous avez pris de perdre le crédit de vos peuples à tout jamais pour un plat de lentilles. Mais Macky Sall ne nous a pas surpris. Il corrompt l'opposition au Sénégal comme le font la plupart de ses pairs, c'est-à-dire de ses inspirateurs, n'est-ce pas? On continue. Le cinquième élément clé du dispositif France-africain, c'est la couverture de la communauté internationale néocolonialiste et impérialiste pour le satrape. Vous allez remarquer que les dirigeants qui brutalisent les peuples africains et qui bénéficient d'une couverture médiatique
une couverture diplomatique favorable, sont des dirigeants qui ont bradé le sol et le sous-sol de leur pays pour les multinationales occidentales. Dans le précaré français, ce sont ceux qui ont le plus bradé les matières premières stratégiques de l'Afrique pour les multinationales françaises. Ce sont eux qui bénéficient de la meilleure couverture de la presse française. J'ai eu honte de lire la presse française pendant qu'on tuait les Sénégalais et qui présentait les Sénégalais morts comme étant les victimes d'affrontements. Victimes d'affrontements. Autrement dit, mettant sur le même plan les bourreaux et les victimes. Mettant sur le même plan le régime de Macky Sall qui tue les Sénégalais et les Sénégalais qui sont tués par le régime de Macky Sall. Est-ce que ce sont des affrontements qui ont provoqué la mort? Ce ne sont pas des affrontements qui ont provoqué la mort de nos enfants, de nos frères au Sénégal. Ce ne sont pas des affrontements, ce sont des actes délibérés d'assassinat. Je recommence. La presse française a menti sur le sang des innocents du Sénégal, en présentant les morts du Sénégal comme étant des victimes des affrontements qui ont eu lieu, mettant sur le même plan l'assassin et la victime. Non, nous, Africains, Africaines conscients, nous savons que des personnes qui sont mortes pendant les manifestations au Sénégal ont été délibérément assassinées par les voyous de Macky Sall. Nous récusons, nous condamnons, nous dénonçons l'abomination de cette presse française, de cette presse occidentale, pro-Macky Sall, qui a tenté de présenter ces morts comme de simples accidents. Qui a tenté de présenter ces morts. Nos amis côté YouTube sont sous menace. J'essaie de les relancer. Qui ont tenté de présenter ces morts comme de simples accidents. Alors, on a du mal. On a du mal à relancer nos amis côté YouTube. Permettez-moi simplement de les relancer par une autre machine, puisque celle-ci est empêchée. Ça serait dommage qu'ils n'écoutent pas la suite et la fin. Permettez-moi simplement de les relancer. Voilà, comme ça on va pouvoir conclure ensemble en ne laissant personne. Bon, allez, une autre machine. Vous voyez, ils ont réussi à m'en bloquer une. Les ennemis de l'Afrique de la liberté. Excusez-moi mes amis, je prends juste une autre machine. Hop. Voilà, merci. Merci de votre patience. Nous allons juste relancer nos amis par un autre canal pour que il ne manque pas la suite et la fin de nos travaux. Voilà, très bien. Hop. C'est reparti, je l'espère. Voilà, de nouveau en direct de tous côtés. Vous pouvez vous reconnecter, mes chers amis. Alors, nous en étions à l'étape 5. Non, à l'étape 5, en effet. La couverture de la communauté internationale néocolonialiste et impérialiste pour protéger le dictateur qui, en retour, brade le pays. Alors, à ce sujet, je voudrais inviter les Africaines et les Africains à se procurer l'ouvrage de notre frère Ousmane Sonko sur le gaz et le pétrole sénégalais, sur la spoliation du peuple sénégalais de son gaz et son pétrole. L'une des raisons pour lesquelles on veut à tout prix empêcher Ousmane Sonko de gagner et de participer même à l'élection présidentielle du Sénégal, c'est que quand il arrive au pouvoir, il va renégocier tous les contrats d'exploitation des matières premières stratégiques du Sénégal, dont notamment le pétrole et le gaz. Vous pouvez imaginer que les lobbies du pétrole et du gaz ont misé sur Macky Sall et sont prêts à tout pour empêcher
l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui va rendre au peuple sénégalais le pétrole et le gaz du Sénégal. Ousmane Sonko a écrit un livre remarquablement documenté sur la spoliation du Sénégal de son gaz et son pétrole avec la complicité du régime corrompu de Macky Sall. Je vous invite à le lire pour que vous compreniez pourquoi il y a autant de forces qui soutiennent Macky Sall contre son peuple. Et pourquoi le peuple a intérêt à ne pas baisser les bras. Car s'il baisse les bras, il aura choisi la mort lente, mais la mort sûre. Car ce pays est en cours d'être encore plus bradé que jamais. Eh bien, le soutien de la communauté internationale, c'est-à-dire de la minorité occidentale au régime de Macky Sall, n'est rien d'autre qu'une manière de garder la main mise sur les ressources faramineuses du Sénégal et de l'Afrique. Cela arrive à un moment où, bien sûr, la France-Afrique est en difficulté. Elle a perdu pied au Mali, perdu pied au Burkina, perdu pied en Centrafrique. Elle craint de perdre pied bientôt au Niger, en Côte d'Ivoire, perdre pied au Cameroun, au Gabon, perdre pied au Congo. Il y a une panique générale du système mafieux de la France-Afrique qui se traduit par le motus bouche cousue devant les tragédies du Sénégal. Et ça, c'est l'élément, c'est le cinquième élément extrêmement important dans cette affaire. Alors, il faut citer un sixième élément. Le sixième élément que nous voyons très clairement, c'est l'instrumentalisation politique de la justice contre les rivaux. Instrumentalisation politique de la justice contre les rivaux. Vous avez bien vu que dans tous ces pays-là que j'ai cités, le Cameroun de Biya, la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Tchad de Déby, le Niger de Bazoum, le Congo de Sassou, le Gabon des Bongo, le Togo des Eyadema. Dans tous ces pays-là, systématiquement, la justice est instrumentalisée par le gouvernement, par le président, contre ses opposants. N'est-ce pas? C'est un élément extrêmement important du dispositif. L'instrumentalisation de la justice. C'est un élément extrêmement important. Et dans le cas d'espèce, on a tenté pendant plusieurs années de nous imposer la thèse au Sénégal que notre frère bien-aimé Ousmane Sonko avait violé une jeune femme. Le tribunal a retourné l'affaire dans tous les sens. Les magistrats ont tenté d'inventer toutes sortes de subterfuges pour aboutir à la matérialisation de cette accusation. Ils y ont échoué. Le verdict qui a été rendu à Dakar confirme bien que Ousmane Sonko n'a jamais commis de viol. Mais comment? Alors que pendant 2 ans, on nous a tenus en haleine avec la prétention de démontrer au tribunal qu'Ousmane Sonko aurait commis un viol. Comment on en vient à, malgré tout, lui infliger une condamnation de prison, étant une tentative de l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024, alors même qu'on reconnaît qu'il n'a violé personne. Car ce qui était grave, c'était l'éventualité de vérifier le viol. Or, ce qu'il y avait de plus grave, et ce que la conscience universelle aurait nécessairement réprouvé, ce pourquoi moi-même, je n'aurais pas soutenu mon frère Ousmane Sonko, à savoir le cas où il était démontré, le cas où il était avéré qu'il a violé une femme au Sénégal. Il a été démontré que c'est faux. Qui va accepter au Sénégal et dans l'Afrique, qui de normal, de sain d'esprit, et notamment, vraiment, qui, habité par la justice, habité ne serait-ce que par une étincelle de la présence divine, acceptera que quelqu'un qu'on a diffamé, qu'on a calomnié, qu'on a présenté comme étant un violeur, et qui finalement ne l'est pas, et la justice même, instrumentalisée par Macky Sall, a conclu qu'il n'a pas violé. Comment peut-on accepter que cette personne soit condamnée? Vous le menaciez d'emprisonnement pour viol. Vous aboutissez à la conclusion qu'il n'a pas violé, mais vous le condamnez quand même. Là, il y a un problème. Ousmane Sonko devait être blanchi par la justice sénégalaise. Une fois que cette justice a vérifié que l'accusation massive, abominable de viol, c'est-à-dire de crime, une fois que cela a été
contredit par les faits reconstitués. Ousmane Sonko devait être réhabilité. Il devait être réhabilité par la justice sénégalaise au nom du peuple sénégalais. Et c'est à ce prix que ce pays devait retrouver la paix et la sérénité nécessaires pour affronter l'année électorale 2024 qui arrive. Ô juge sénégalais qui condamnait notre frère après avoir reconnu qu'il n'a pas violé. Ô juge sénégalais qui êtes responsable par votre complicité avec Macky Sall de la mort de vingtaines de nos enfants, de nos frères et sœurs. Oh, vous, juge voyou, qui, à l'instar de ceux qui, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Niger, au Congo, au Gabon, au Togo, pactisaient avec l'injustice. Est-ce que vous savez que le temps du jugement des magistrats arrive en Afrique? Est-ce que vous savez que vous, là, vous serez à la barre pour répondre des verdicts que vous avez dit? Parce que il y a quelque chose que j'ai observé en Afrique. C'est que, bon, même quand les pays changent, même quand les régimes changent et s'améliorent, les juges qui ont pris les décisions criminelles ne sont pas jugés. Moi, je ne connais pas encore, hein. Je ne sais pas si je n'ai pas été assez attentif, mais je ne connais pas encore de procès des juges qui jugent mal. Mais ce n'est pas normal. Nous, peuples africains, nous ne méritons pas d'une situation où c'est seulement les hommes politiques qui auraient pris ou donné de mauvaises décisions qui sont jugés. Nous avons besoin d'une justice qui juge les juges. Et surtout, les juges coupables d'avoir permis les tragédies politiques. Là, je ne parle pas de juges qui sont pris dans des malversations classiques, hein, et qui, de ce point de vue, sont suivis par les procédures pénales de leur système judiciaire, l'administration judiciaire. Je ne parle pas de ça. Je parle de juges qui précipitent le pays tout entier dans le chaos. On ne les a pas jugés, hein. On ne les a pas jugés au Cameroun, bien sûr, parce que le régime injuste est encore là. On ne les a pas jugés en Côte d'Ivoire, parce que le régime injuste est toujours là. On ne les a pas jugés au Niger, parce que le régime injuste est toujours là. Au Congo, au Togo, au Gabon, partout au Tchad, on ne les juge pas. Et ça crée une mauvaise habitude chez nos magistrats. Il va falloir que la révolution politique africaine passe également par une révolution de la sanction des magistrats indignes. Si tu n'as pas le courage de dire non au président, il ne faut pas accepter d'être juge. Si tu ne veux pas être capable de défendre la justice, y compris contre le gouvernement, contre le pouvoir judiciaire, wallahi billahi talahi, il ne faut pas être juge. Dans l'Afrique qui vient, nous tous, nous serons obligés de respecter la loi, y compris les juges. Tout juge qui juge mal, le peuple doit se donner des outils institutionnels pour que ce juge soit jugé. Mais celui qui juge mal, il doit être encore plus durement jugé que ceux qui ont profité de sa corruption. Tu juges mal. Tu confortes Macky Sall qui nous tue plus de 20 personnes. La peine de Macky Sall doit être multipliée par 20 pour toi. La peine que Macky Sall prendra, quand la justice sénégalaise sera restaurée dans sa dignité, cette peine doit être multipliée par 10, par 20 pour les juges qui l'ont accompagné. Car le juge est l'ultime refuge du citoyen spolié. Le juge, c'est la dernière personne qui puisse sauver la tête d'un innocent par le courage de dire la justice. Et même le risque de sa vie. Mais vous prêtez serment quand vous devenez haut magistrat avec vos gros salaires de haut magistrat. Vous prêtez serment de dire la justice, de servir le peuple. Et quand le temps arrive, vous choisissez votre ventre et vous laissez les innocents en prison. Vous laissez les innocents massacrés par les pouvoirs pendant que vos avoirs subrepticement augmentent. La manipulation de la justice. C'était le septième point, le sixième point important que je voulais souligner. Mais il y a un septième point. Septième élément, le verrouillage des médias. Le verrouillage des médias. Et notamment le verrouillage des réseaux sociaux. Ça, c'est un élément fort des dictateurs africains.
vous avez observé que partout où il y a des dictateurs africains, il y a très vite la problématique d'empêcher l'accès à la téléphonie internationale au peuple. Macky Sall marche dans les pas de tous les autres. Chaque fois qu'ils sont en difficulté, Internet ne passe plus. Chaque fois qu'ils sont en difficulté, ils utilisent leurs alliés, des multinationales impérialistes qui ont le monopole en Afrique pour couper les communications entre les Africains. Regardez ce que Orange a fait au Sénégal. Regardez le comportement d'Orange au Sénégal. C'est ni plus ni moins que de l'ingérence dans les affaires politiques du Sénégal. Que de couper l'Internet au peuple sénégalais pour le livrer à la violence de Macky Sall. En le faisant, Orange a pris parti dans le conflit politique sénégalo-sénégalais. Les entreprises multinationales dans le domaine des télécommunications sont des acteurs politiques. Et nous devons les traiter comme tels. Et on doit faire évoluer la législation politique africaine contre les entreprises qui seront coupables d'ingérence dans les affaires politiques africaines à travers la manipulation de leurs services. À travers la manipulation de leurs services. C'est terrible. Donc, moi, ce que j'ai vu au Sénégal, c'est exactement ce que j'ai vu dans tous les autres pays que je cite, dans toutes les dictatures de la France-Afrique. Les multinationales au service de la déstabilisation du peuple, au service de la destruction des libertés fondamentales. Les multinationales qui coopèrent avec le dictateur contre le peuple. Alors, face à tout cela, face à ces 7 éléments de la manipulation du peuple, auquel, bien sûr, il faut ajouter les éléments politiques traditionnels, la manipulation religieuse, la manipulation ethnique, mais je m'étendrai à d'autres occasions là-dessus. Quelles sont les voies de sortie pour le peuple sénégalais? La première voie de sortie pour le peuple sénégalais, c'est de maintenir son programme de lutte, son programme de mobilisation et d'action. Le peuple sénégalais ne sortira pas de la dictature par l'aide d'une quelconque puissance étrangère. On ne peut pas libérer un peuple sans lui-même. La loi du nombre et de la qualité peut peser au Sénégal. C'est par millions que les Sénégalais doivent sortir, comme l'a dit leur leader de la résistance, Ousmane Sonko. Par millions, face à Macky Sall. Il faut lui imposer une équation mathématique insoluble par son système de défense et de sécurité. Par le nombre, les Sénégalais vont contraindre les forces de défense et de sécurité à respecter leur intégrité. Contraindre les forces de défense et de sécurité à protéger le peuple et non à l'agresser. Ça, c'est 1. La loi du nombre qualifié, c'est la seule qui peut libérer le Sénégal. 2. L'opposition sénégalaise doit davantage communiquer et préciser les objectifs tactiques et stratégiques de la mobilisation. Ce que j'ai personnellement observé comme analyse politique, c'était la dispersion tactique et stratégique. C'est-à-dire que les manifestants ne semblaient pas avoir bénéficié d'une structuration, d'une orientation. C'est-à-dire d'un ensemble d'objectifs précis de la mobilisation. Le fait que la mobilisation soit surtout spontanée, c'est une bonne chose, il faut que ça vienne du cœur des gens, ne doit pas amener les cadres de l'opposition à ne pas assumer la responsabilité de structurer les colères. Il faut structurer la colère sénégalaise. C'est-à-dire qu'il faut que le leadership de l'opposition mûrisse et assume des objectifs de la mobilisation. J'ai eu le sentiment à certains moments, en observant, en lisant les informations, qu'il n'y avait pas une structuration suffisante de la mobilisation populaire. Donc il faut travailler davantage, nous devons travailler davantage. Nous, oppositions africaines en lutte contre les régimes dictatoriaux, nous devons travailler davantage sur ce chapitre. 3e élément. Il faut assumer la rupture géopolitique et géostratégique. La rupture idéologique de l'Afrique des libertés. Il faut l'assumer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut dire clairement quels sont les changements qui vont avoir lieu et s'y tenir. Je veux dire, bon, très clairement, pour PASTEF au Sénégal, il ne faut pas espérer la clémence de la France-Afrique. Je l'avais dit à mon frère Succès Masra au Tchad. Quand un temps soit peu, il croyait bénéficier de l'indulgence des Américains
et de l'indulgence du pouvoir français pour pouvoir être une alternative au Tchad. Je lui avais dit, succès Masra, mon cher frère, la France-Afrique ne supporte pas ceux qui ne veulent plus de sa domination. Même si vous ne voulez plus de la domination de la France-Afrique, même seulement à 25%, ils ne vous soutiendront jamais. La France-Afrique ne marche qu'avec des soumis, soumis complets. Et voilà pourquoi, en Côte d'Ivoire, nous avons pu observer cela. J'ai observé cela, la France-Afrique, comment elle s'est comportée 2 fois. 2 fois. La première fois avec Laurent Gbagbo et la deuxième fois avec Guillaume Soro. Laissez-moi vous dire ça en quelques mots. Le président Gbagbo que vous voyez là, comme tous les cadres africains de sa génération, a été élevé à travers, éduqué en langue française, et il a fait ses études dans le système francophone. Il a fait ses classes politiques dans la gauche francophone, et en ayant comme modèle la plupart du temps, eh bien, la gauche française. Presque tout le leadership de la gauche africaine a grandi sous l'influence de la gauche française. Même quand on est panafricaniste, c'est sous l'influence de la gauche française, du communisme français, du parti socialisme français, de l'international socialiste que nous avons tous été élevés. Quand Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire en 2000, la France est gouvernée par les socialistes. Quand il arrive au pouvoir en 2000, il bénéficie donc du soutien du gouvernement socialiste français, dont il connaît plusieurs dirigeants, tels Guy Laberty, plusieurs membres du parti, à travers l'international socialiste. Or, Laurent Gbagbo est un panafricaniste qui veut accomplir l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire. Et en même temps, c'est un socialiste, membre de l'international socialiste, intellectuel formé dans le courant de la gauche francophone, influencé par des penseurs de la gauche française. Donc, en fait, le premier réflexe de Laurent Gbagbo quand il est en difficulté, c'est de solliciter le soutien de ses camarades de la gauche socialiste française. C'est là qu'il va voir. Ils vont le soutenir, mais du bout des lèvres. Ils vont le soutenir à moitié. Quand ils vont se rendre compte que Laurent Gbagbo veut quand même mener une politique qui pourrait conduire la Côte d'Ivoire à sortir à terme du CFA, une politique qui pourrait faire que la Côte d'Ivoire cesse d'être membre du précaré français. C'est-à-dire, en fait, au bout du compte, Gbagbo monte, il descend, sa politique conduisait à devoir demander un jour le départ de l'armée française. Quand ils se sont rendus compte de cela, les amis socialistes de Laurent Gbagbo l'ont tous lâché, à l'exception de ses amis personnels. Parce que dans un mouvement politique, tu as des amis qui sont des amis politiques, et puis tu as des amis qui sont des amis personnels. Les amis politiques partent souvent, hein. Les amis personnels restent toujours. Les vrais amis personnels restent toujours. Même quand ils ne sont même pas du même bord politique que toi, ils restent toujours. Donc, Laurent Gbagbo a connu l'expérience d'être lâché par ses amis français. Il pensait avoir avec eux la même lecture de l'émancipation africaine. En chemin, il s'est rendu compte que, à gauche comme à droite, on ne veut pas d'une Afrique libérée du précaré français. Il a découvert ça en chemin. Je prends l'exemple de Guillaume Soro, à la tête de la rébellion, qui a permis à Ouattara de se repositionner politiquement. Entre 2002 et 2007, elle a permis à Ouattara de se repositionner politiquement en Côte d'Ivoire. Il a pu bénéficier d'un regard positif des Français, dans la mesure où ceux-ci, précisément, voulaient empêcher que Laurent Gbagbo continue dans la lancée où il était. N'est-ce pas? Mais le jour où Guillaume Soro s'est opposé à l'homme des Français, le nouvel homme des Français, Alassane Ouattara, qu'est-ce que les Français lui ont fait? Écrivez ici ce qu'ils ont fait à notre leader. Le jour où Guillaume Soro a dit la dictature de Ouattara en Côte d'Ivoire, là, je ne suis plus dedans. Je ne vais pas accompagner Ouattara dans la destruction totale de l'espérance ivoirienne. Je ne suis plus dedans. Le jour où il a fait ça, qu'est-ce que les Français ont fait? Les Français qui, aux côtés de Ouattara et à ses côtés, le soutenaient contre Gbagbo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est le président français en personne qui a demandé à Guillaume Soro de quitter le sol français. Écrivez ça. Le président Macron, dans une interview devant les journalistes, a dit qu'il a fait savoir à Guillaume Soro de quitter la France. Je vous rappelle que Macron est issu de la gauche française. Emmanuel Macron, l'actuel président français, est issu
de la gauche française. C'est l'ancien ministre de l'économie et des finances de François Hollande. François Hollande, ancien premier secrétaire du Parti socialiste. D'accord? Donc, les Macky Sall que vous voyez là, ils sont tous de ces mouvances, avec leurs influences en France. Donc, il faut que vous compreniez quoi? Il faut que les dirigeants de l'opposition sénégalaise comprennent qu'il n'y a pas de parti politique français favorable à l'émancipation du Sénégal. Du néocolonialisme. Il n'y a pas un parti politique en France qui soit favorable à l'émancipation. Il n'y a aucun parti de gouvernement en France qui soit favorable à l'émancipation du Sénégal, de la domination économique, culturelle et politique de la France. Il n'y en a pas. Ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Aucun parti de gouvernement. Il y a des micro-partis qui ont des idées assez claires, d'extrême gauche, et même certains partis de droite radicale qui ont des idées très claires. Mais quand l'élite politique française arrive au pouvoir, elle lâche toujours les peuples africains. Parce qu'il y a une défaite intellectuelle en France, c'est l'incapacité de concevoir la prospérité de la France sans l'exploitation de l'Afrique. C'est une défaite intellectuelle collective de l'élite politique française, de droite, de gauche, du centre, d'extrême gauche et d'extrême droite. Dans leur plan, il est toujours prévu que l'Afrique fasse leur volonté, leur cas de volonté. Nos amis côté YouTube sont encore privés de notre conclusion. C'est dur, hein? C'est dur aujourd'hui, hein? Pourquoi les gens sont fâchés de ce que nous disons comme ça, mes amis? J'ai bientôt fini, ne vous fâchez pas. Oh, tipopou. Oh, c'est pas vrai. Faut pas fâcher. Nous analysons seulement. Il y a quoi? Mes amis côté YouTube sont très menacés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis tué pendant 48 heures, même pratiquement 72 heures. Non, je parle juste un peu, ils paniquent. Pourquoi vous paniquez? Donc vous pensiez que je n'allais pas parler? Moi? Pourquoi on m'appelle chef signé? Seigneur. Quand je ne parle pas là, c'est que je suis en train d'écrire. C'est peut-être que je suis malade. Mais sinon, je dois parler à mon peuple. Venez qu'on conclue. Il est important donc en conclusion de dire à l'opposition sénégalaise qu'elle doit assumer la rupture géopolitique et géostratégique avec la France-Afrique. Et c'est vrai pour toutes les oppositions de tous ces pays-là. Toutes les oppositions qui, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Congo et au Togo, n'ont pas assumé définitivement la rupture avec la France-Afrique. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Tout opposant africain qui aujourd'hui ne prend pas fait et cause pour la cause panafricaniste continentale, il perd son temps. Il n'aura jamais l'énergie politique nécessaire dans quelques pays africains pour changer. Et il n'aura pas la crédibilité pour faire entrer son pays dans les nouvelles alliances du monde multipolaire. Écrivez ça. C'est la conclusion là qu'il ne voulait pas entendre. Tout opposant politique qui n'a pas, pour ainsi dire, le courage d'assumer la rupture géopolitique avec la France-Afrique, la rupture géostratégique avec la France-Afrique, c'est-à-dire de s'engager dans la lutte panafricaniste, d'émancipation du continent de toutes les structures impérialistes, néocoloniales et despotiques. Tout opposant qui n'assume pas toutes ces ruptures-là, il ne pourra jamais lever les forces nécessaires à l'intérieur de quelques pays africains que ce soit pour le changer. C'est vrai dans mon pays natal au Cameroun, c'est vrai en Côte d'Ivoire, c'est vrai au Niger, c'est vrai au Congo, c'est vrai au Gabon, c'est vrai en Guinée équatoriale, c'est vrai au Togo, c'est vrai au Tchad, c'est vrai au Sénégal. Il faut aller au-delà des mots vers la recomposition des alliances géopolitiques et géostratégiques. Et il faut l'assumer. Il ne faut même pas faire ça en cachette. Il faut te lever. En plein jour, tu dis, bon, je m'en vais voir tel pour discuter de l'avenir de mon pays. C'est ça, le devoir de notre temps. Vous avez compris? Voilà. Ils ont tout fait pour que je ne le dise pas. J'ai quand même dit tout ce que je voulais dire. Ça fait largement plus d'1 heure que je vous entretenais pour cette émission
d'ouverture de la semaine, je crois que vous avez été servis. Je vous ai parlé de mes projets d'écriture en première partie d'émission. Deuxième partie d'émission, je vous ai parlé de la dynamique du monde multipolaire et notamment les conditions d'entrée dans les BRICS, l'intérêt des BRICS, la différence de la coopération économique dans les BRICS par rapport à la coopération économique pyramidale du G7, du FMI et de la Banque mondiale. Enfin, je me suis apaisanti sur notre patrie sénégalaise et j'ai conclu par 3 recommandations fortes à propos de la lutte de ce peuple. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment de votre patience et je vous remercie d'avoir, à chaque fois, du mieux que vous le pouviez, partagé cette émission. Excellente journée. Nous attendons les grands pas des grands peuples africains hors du précaré vers la vraie liberté. Soyez bénis, mes amis. Peuple malien, dans la semaine, mon petit message de soutien au oui au référendum constitutionnel. Je suis en train de relire et de potasser le texte constitutionnel pour vous proposer une conférence intitulée « Pourquoi je soutiens le oui massif du peuple malien au référendum constitutionnel du 18 juin 2023 ». Je salue déjà les FAMA du Mali qui d'ores et déjà ont voté et qui maintenant vont veiller à ce que l'écrasante majorité des Maliennes et des Maliens votent sur le territoire national. Car c'est une des étapes vers la souveraineté retrouvée du Mali. C'est une des étapes vers la monnaie malienne. Une des étapes vers le recouvrement total de l'intégrité territoriale malienne. Une des étapes vers le renouvellement mahatocratique, kouroukan-fougancratique des institutions maliennes. Car d'autres réformes viendront, à mon avis. D'autres réformes s'imposeront encore. Soyez bénis, votre serviteur, par la grâce du Tout-Puissant, à travers nos ancêtres angélisés, se porte bien. Mao Ali Chao Mao, Douglas Wilson, je vous salue. Merci, Juju. Anne Nadège Nguessa, je vous salue. Soyez bénis, mes amis. Saga, Seiba S. Franck Bourdon, portez-vous bien. Abana Bana, Vincent Pange. Que du bonheur. Que du bonheur à toutes et à tous. Pape Charles Lanignan. Je vous salue. Je vous salue.